Puisqu'un trou noir est une sphère, pourquoi l'appelle-t-on un trou noir? On peut dire que c'est parce que tout ce qui y tombe ne peut plus jamais en ressortir. Donc c'est comme un puits sans fond. Mais alors, où vont réellement les choses qui tombent dans un trou noir? Finissent-elles par entrer à l'intérieur du trou noir? Ou restent-elles figées pour toujours sur la surface du monde? Pour répondre à cette question, il faut peut-être d'abord en clarifier une autre. À quoi ressemble réellement l'intérieur d'un trou noir? Un trou noir possède deux aspects étranges. L'un est la singularité gravitationnelle. L'autre est son horizon des événements. Au début, les scientifiques ont découvert que, à la fois au centre d'un trou noir et au rayon de Schwarzschild, la solution de Schwarzschild diverge. C'est-à-dire qu'on rencontre des infinis. En principe, les infinis ne devraient exister qu'en mathématiques. Dans le monde physique réel, on considère généralement qu'il n'existe pas de véritables infinis. Lorsqu'on traite un problème physique, dès qu'un résultat de calcul fait apparaître un infini, cela signifie le plus souvent que la dérivation comporte une erreur. Ainsi, à l'époque, la solution de Schwarzschild décrivait surtout ce qui se passait à l'extérieur de la surface du monde du trou noir. Quant à l'intérieur du trou noir, nous n'en savions absolument rien. Cependant, les problèmes d'infini ne sont pas forcément insolubles. Parfois, on peut les éliminer à l'aide de certaines astuces mathématiques, comme la renormalisation ou un changement de système de coordonnées. Plus tard, lorsque l'on est passé des coordonnées de Schwarzschild aux coordonnées de Kruskal, le problème de divergence à l'horizon du trou noir a été résolu. À partir de là, on a enfin acquis une compréhension de base de la structure des trous noirs. Pour les étoiles de masse suffisamment élevée, lorsque leur combustible interne est épuisé, l'effondrement de toute l'étoile vers le centre devient continu. Que signifie « continu » ? Cela signifie que, quoi qu'il arrive, qu'il s'agisse de la pression de dégénérescence des électrons, ou de celle des neutrons, rien ne peut la sauver. À ce stade, il n'existe plus aucune force connue, capable d'empêcher l'effondrement. Cet effondrement se poursuit sans fin, jusqu'à ce que toute la matière soit comprimée en un seul point. Ce point est la singularité gravitationnelle au centre du trou noir. Ainsi, du point de vue de la relativité générale classique, l'intérieur d'un trou noir, en dehors de ce point central, est entièrement du vide. Bien que cette explication soit conforme à la théorie dominante actuelle, elle est très probablement incorrecte. Pourquoi? Parce que, même si le problème de l'horizon des événements a été résolu, le problème de la singularité, lui, ne l'a pas été. Le cœur de la relativité générale repose sur un espace-temps lisse et continu. Dans ce cadre, l'origine d'un trou noir n'a pas de taille. Son volume est nul. Cela conduit à une densité infinie. Auparavant, grâce à un changement de coordonnées, on a résolu le problème de divergence à l'horizon des événements, mais la divergence de la singularité n'a jamais trouvé de solution au sein de la relativité générale. C'est l'une des raisons pour lesquelles on estime que la relativité générale est incomplète. Alors, que faire? En cas de doute, la mécanique quantique. Si la théorie gravitationnelle seule ne suffit pas, essayons d'y ajouter un peu de théorie quantique. En 2001, des scientifiques, en étendant des concepts de la physique de la matière condensée au système gravitationnel, ont déduit des équations de champ d'Einstein, un type particulier d'astre. Il s'agit d'une sphère extrêmement similaire à un trou noir, mais qui, contrairement à celui-ci, ne possède ni singularité ni horizon des événements. Elle contient seulement un vide particulier, enveloppé par une fine coque. Ce vide n'est pas un vide au sens traditionnel. C'est un vide appelé espace de De Sitter, doté d'une énergie extrêmement élevée, qui tend à se dilater dans toutes les directions. Cependant, cette expansion intense finit par être confinée. Ce qui la confine, c'est une couche de matière, plus mince qu'un noyau atomique, mais extrêmement dense. La matière de cette coque provient des derniers vestiges d'étoiles de grande masse, c'est-à-dire de ce qui aurait dû s'effondrer en trou noir. Les auteurs ont appelé cet astre creux à l'intérieur, différent à la fois des trous noirs, des étoiles à neutrons et des étoiles à quarks, une gravastar, également appelée étoile de vide gravitationnel. Dès sa proposition, la gravastar a été considérée comme un modèle alternatif au trou noir. En introduisant la théorie quantique, elle résout non seulement les problèmes de la singularité et de l'horizon des événements, mais élimine même le paradoxe de l'information des trous noirs. Alors, comment une telle étoile de vide gravitationnel se forme-t-elle? En réalité, de manière très similaire à un trou noir. Lorsqu'une étoile de grande masse arrive à la fin de son évolution, la matière commence à s'effondrer de façon incontrôlable vers le centre. Mais, contrairement à la théorie des trous noirs, la matière ne se comprime pas indéfiniment vers l'intérieur. Au contraire, lorsqu'elle atteint un certain degré de compression, elle provoque une transition de phase du vide central, le transformant en un vide de De Sitter. Lorsque le vide de De Sitter apparaît au point central, il se dilate rapidement comme une bulle, sous l'effet d'une pression extrêmement forte. À mesure que la bulle s'agrandit, elle repousse vers l'extérieur la matière résiduelle de l'étoile environnante. D'un côté, l'effondrement gravitationnel comprime continuellement la matière vers l'intérieur. De l'autre, le vide de De Sitter pousse violemment la matière vers l'extérieur. Finalement, cette matière atteint un équilibre des forces, près du rayon de Schwarzschild, et se transforme en une coque sphérique d'ultra haute densité.
Cette coque, ainsi que le vide qu'elle renferme, constitue l'étoile de vide gravitationnel. On peut constater que les étoiles de vide gravitationnel et les trous noirs présentent de nombreuses similitudes. Par exemple, leur taille est comparable. La coque se situe essentiellement à proximité du rayon de Schwarzschild, ce qui équivaut à l'horizon des événements d'un trou noir. Ensuite, le comportement externe de l'ensemble de la coque ressemble également beaucoup à celui d'un trou noir. Elle est composée de matière de masse stellaire, possède une gravité immense, et peut produire des effets de lentilles gravitationnelles similaires à ceux d'un trou noir. En même temps, cette gravité extrême entraîne un décalage gravitationnel vers le rouge très prononcé. Autrement dit, lorsque les photons se déplacent dans un champ gravitationnel, leurs longueurs d'onde sont étirées afin de surmonter le potentiel gravitationnel, et leur fréquence diminue. Il en résulte que plus un objet se rapproche de la coque, plus sa lumière devient rouge et sombre, de manière très similaire à ce qui se produit près de l'horizon des événements d'un trou noir. Cependant, comme la coque possède une épaisseur finie, il n'existe pas ici de surface de décalage vers le rouge infini, comme dans le cas des trous noirs. De plus, sa gravité est suffisamment intense pour produire des signatures observationnelles similaires à l'ombre d'un trou noir, ce qui fait que les étoiles de vide gravitationnel apparaissent elles aussi noires. La température de leur surface est proche du zéro absolu, et elles ne peuvent pas être détectées directement par rayonnement thermique, ce qui est également très similaire aux trous noirs. La différence réside simplement dans le fait que leur répartition de température n'est peut-être pas aussi uniforme que celle de la surface d'un trou noir. En outre, comme les trous noirs, elles attirent également la matière externe et forment des disques d'accrétion. La différence est que, pour les étoiles de vide gravitationnel, cette matière est finalement comprimée sur la coque et devient une partie de celle-ci. Pour les trous noirs, en revanche, cette matière traverse finalement l'horizon des événements et pénètre à l'intérieur du trou noir, jusqu'à atteindre la singularité. Toutefois, le passage de la surface du monde et l'arrivée à la singularité sont décrits du point de vue du référentiel propre de la matière. Si l'on adopte le point de vue d'un observateur extérieur, on ne voit que la matière, en s'approchant du trou noir, devenir de plus en plus sombre et de plus en plus lente, pour finalement sembler s'immobiliser à l'horizon des événements, de manière similaire à ce qui se produit avec une étoile de vide gravitationnel. L'un traverse l'horizon des événements, l'autre semble s'y arrêter. Pourquoi un même phénomène donne-t-il lieu à deux résultats contradictoires? En réalité, il n'y a aucune contradiction. En laissant de côté les descriptions mathématiques de la relativité générale, on peut le comprendre simplement ainsi. Si tu vois un objet figé à l'horizon des événements, c'est parce que la lumière qu'il émet met un temps infini à atteindre l'extérieur. Mais en réalité, cet objet est déjà entré dans le trou noir. Simplement, à partir de ce moment-là, aucune information ne peut plus jamais en sortir. C'est précisément le sens du terme « horizon des événements ». La frontière visuelle des événements. Au-delà de cette frontière, tu ne peux plus rien voir. Son avenir n'a plus jamais rien à voir avec le tien. De ce point de vue, on peut voir la plus grande différence entre les trous noirs et les autres astres. Un trou noir est une structure particulière de l'espace-temps, et non un objet traditionnel constitué de matière. Pour cette seule raison, une étoile de vide gravitationnel ordinaire, composée de matière, est manifestement plus facile à accepter pour le grand public. Si le modèle de l'étoile de vide gravitationnel présente tant d'avantages, quel en est le prix? Bien que ce qui se passe à l'extérieur de la coque soit facile à expliquer, la coque elle-même, et le vide particulier qu'elle renferme, deviennent de nouveaux problèmes. En comparaison, la structure d'un trou noir est extrêmement simple. Après tout, les trous noirs n'ont pas de « cheveux ». En dehors de la masse, du moment angulaire et de la charge électrique, un trou noir ne possède aucune autre grandeur physique. Il n'est absolument pas nécessaire de se soucier de la forme de la matière dont il est issu. Mais pour les étoiles de vide gravitationnel, c'est différent. La coque qui les compose, bien que particulière, reste de la matière. Et la matière possède une structure interne et doit obéir à une équation d'état. Or, à l'heure actuelle, ces aspects ne sont pas encore bien compris. En outre, que représente exactement le vide de De Sitter à l'intérieur de la coque? Autant de questions qui devront être clarifiées à l'avenir. Pour l'instant, l'étoile de vide gravitationnel n'est qu'un modèle théorique approximatif pour décrire précisément ses propriétés physiques. Une théorie complète de la gravité quantique est indispensable. Cependant, au-delà de la théorie pure, les scientifiques tentent également, au moyen de diverses méthodes d'observation, de trouver des preuves permettant de la soutenir ou de la réfuter. Autrement dit, ils cherchent à savoir si les trous noirs que nous observons réellement ressemblent davantage à des étoiles de vide gravitationnel, bien que leur comportement soit extrêmement similaire. En raison de leur nature différente, il existera malgré tout certaines différences dans certains aspects. Par exemple, lorsque deux de ces objets entrent en collision, les signaux d'ondes gravitationnelles, au cours des premières phases de la fusion, ne seront pas exactement les mêmes. Ainsi, à l'avenir, des détecteurs d'ondes gravitationnelles d'une précision plus élevée pourraient peut-être trancher entre ces deux modèles.